Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon, Mihaela Dedeoglu. Suntem împreună până la ora 13. 22 ianuarie a marcat o aniversare importantă, după cum în mod sigur știți. S-au împlinit 50 de ani de la semnarea tratatului de la Élysée. Frații inamici, deveniți artizani esențiali ai construcției comunitare, Franța și Germania sunt astăzi în centrul proiectului european. Calitatea și intensitatea schimburilor dintre Franța și Germania sunt destul de bine cunoscute publicului. Modalitățile exacte ale acestei interacțiuni sunt mai puțin. Despre cum funcționează această relație unică de cooperare bilaterală vom vorbi în această dimineață împreună cu domnul Philippe Bustin, ambasadorul Republicii Franceze, și domnul Andreas von Mettenheim, ambasadorul Republicii Federale Germania la București. Luciana Pop și Ciprian Danc ne ajută la această discuție. Messieurs, bonjour. Merci de votre visite si matinale. Bonjour. Bună ziua. Bună dimineața! Lors de la signature du traité de l'Élysée en 1963, lorsque le président de la République française, Charles de Gaulle, et le chancelier fédéral Konrad Adenauer ont conclu cet accord sur la coopération franco-allemande, même les personnes les plus optimistes n'auraient pu prévoir l'évolution ultérieure des relations bilatérales entre la France et l'Allemagne. C'est justement par une page d'histoire que je vous propose de commencer ce matin. C'est d'un cœur et d'un esprit profondément satisfait que moi-même, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République française, viennent de signer avec Monsieur le chancelier de la République fédérale d'Allemagne et Monsieur le ministre des Affaires étrangères de cette République le traité de coopération franco-allemande. Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte, non pas seulement parce qu'il tourne la page après une si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat, mais aussi parce qu'il ouvre toutes grandes les portes d'un avenir nouveau pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Europe et par conséquent pour le monde. Herr Präsident, Sie haben die Empfindungen und die Gefühle aller derer, die auf französischer Seite und die auf deutscher Seite an diesem Werke mitgearbeitet haben, so treffend wiedergegeben, dass ich nichts hinzuzufügen brauche. Jedes Wort, was Sie gesagt haben, entspricht unserem Willen und unserer Auffassung. Iată în linii mari cam ce s-a vorbit la semnarea acestui tratat, on appelle le traité de l'Élysée le pacte fondateur, un pas fondamental vers le rapprochement. Pourquoi il a fallu signer un accord, un traité, mettre tout ça par écrit? Ja, ich fang vielleicht einfach mal an. Die deutsch-französische Geschichte war so, dass man etwas ändern musste. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, 1870, 1871. Es musste etwas passieren. Das ist nicht an diesem einen Tag 1963 geschehen. Das ist eine Annäherung, die sich nach dem schrecklichen Zweiten Weltkrieg langsam vollzogen hat. Und der 22. Januar 1963 war dann die große symbolische Verpflichtung beider Länder, sich zu verständigen. Aș dori să încep eu prin a sublinia că în istoria franco-germană lucrurile trebuiau să se schimbe.
Iar asta având în vedere trecutul, este vorba de primul război mondial, de cel de-al doilea război mondial, este vorba de războiul din 1870-1871, trebuia să se întâmple ceva. Ori această zi din 1963 a reprezentat doar o apropiere relativ înceată într-un proces continuu și care a culminat în semnarea tratatului pe data de 22 ianuarie 1963 ca un semnal al responsabilității care ne obliga pe noi. Moi, je rajouterais aussi que, en fait, si on regarde ce traité que peu de gens ont lu, il est extrêmement court. C'était vraiment, et on le voit aujourd'hui, 50 ans après, un traité symbolique. Et je réponds à votre question, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de l'écrire ? Parce que je pense que si on ne l'avait pas écrit, et c'est là tout le sens visionnaire des deux hommes qu'on a entendu parler, le général de Gaulle et d'Adenauer, cette nécessité d'ouvrir, c'est ce que dit le général de Gaulle, d'ouvrir une nouvelle, de tourner une page et d'ouvrir une nouvelle perspective. Et ça, il fallait un acte fondateur qui s'est appelé le traité de l'Élysée, mais en fait, le contenu en lui-même importait peu. C'est vraiment cet acte signé par ces deux hommes qui avaient tous les deux connu les guerres, Première Guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui étaient à un âge déjà assez avancé et qui avaient toute la sagesse d'envisager un autre avenir pour les relations entre la France et l'Allemagne, mais aussi, comme le dit de Gaulle, pour l'Europe et pour le monde. Aș adăuga și eu prin un lucru, aș dori să remarc faptul că tratatul este foarte scurt și de aici înțelegem astăzi, era și atunci și este și astăzi, un act simbolic. El are o valoare simbolică. De ce a fost scris și tocmai pentru că, de ce a fost semnat, tocmai pentru că dacă nu ar fi existat, și aici vedem tot sensul vizionar al acestui act, pentru că el deschide o nouă perspectivă în relațiile franco-germane, dar și în viața Europei. El este un act fondator și nu conținutul său este important, ci faptul că acest act a fost semnat de doi oameni mari care cunoscuseră amândoi războiul și aveau înțelepciunea necesară de a deschide o nouă epocă în relațiile dintre cele două țări. Pour revenir juste un petit peu, comme une petite parenthèse, à la situation politique de l'époque, la République fédérale d'Allemagne, c'était un jeune État souverain depuis mai 49, confronté avec une espèce d'année zéro en fait en 49, sans avoir la possibilité de faire une référence au passé, cette référence au passé était proscrite. Et dans une configuration stratégique difficile. Monsieur Philippe Gustin, la France, qu'est-ce qu'elle cherchait dans ce traité? Car en 58, en fait, quand Charles de Gaulle entre en fonction, l'Allemagne regarde ça avec une certaine réserve parce que c'était le retour au pouvoir d'un militaire de carrière, une figure emblématique de la résistance et peut-être aussi d'un homme qui, juste après la guerre, avait envisagé un démembrement du pays voisin. Pourtant, dès septembre 58, Charles de Gaulle rend visite au chancelier Adenauer. Alors, tout ce que vous avez dit est juste. Sauf je crois que vous avez oublié 2 ou 3 éléments. D'abord, qu'en 1963, il y avait déjà quelque chose qui existait, que vous n'avez pas cité, qui était l'ancêtre de l'Union européenne d'aujourd'hui. Et que France et Allemagne en étaient des pays fondateurs. Deuxièmement, je l'ai dit, De Gaulle avait connu les 2 guerres, avait été prisonnier pendant la Première Guerre mondiale, et penchait, et 1963 est exactement l'année où la France est sortie de l'OTAN, penchait et avait fait un choix politique qu'il avait assumé dès les années 50 dans les différents ouvrages qu'il a pu écrire pour l'Europe. Et je pense que la signature de ce traité, pour répondre à votre question, était pour De Gaulle
un moyen d'ancrer encore plus fort cette pensée européenne. Et pour lui, cette pensée européenne et cet avenir européen ne pouvaient se concevoir que par un couple franco-allemand solide et moteur dans la construction européenne. Force est de constater que là aussi, il était sacrément visionnaire. Cred că tot ceea ce a spus este corect, însă cred că ați uitat totuși 2 sau 3 elemente. În primul rând, în 1963 exista deja ceea ce era atunci strămoșul Uniunii Europene de astăzi, iar Franța și Germania erau fondatorii acestei structuri. În al doilea rând, De Gaulle, așa cum am spus, era o persoană care cunoscuse cele 2 războaie mondiale. În primul război mondial fusese chiar luat prizonier. Iar în această perioadă, în anii 60, De Gaulle avea deja o anumită concepție. În 1963 este și anul în care Franța a ieșit din NATO și a ales, iar De Gaulle făcuse o alegere politică pentru Europa, în favoare pro-europeană. Cred că acest tratat se înscrie bine în această concepție pro-europeană a generalului De Gaulle și adâncește oarecum perspectiva europeană, iar el era conștient de faptul că o Europa puternică nu putea fi construită decât cu un cuplu franco-german solid. Iar și din acest punct de vedere putem să spunem că era un vizionar. Donc à ce moment-là, on est tout à fait d'accord qu'il faut qu'il y ait un rapprochement, mais c'est le chancelier Adenauer qui insiste que ce rapprochement qui est en cours soit marqué sur papier. Si j'ai bien compris, Monsieur l'Ambassadeur. Also ich glaube, heute, 50 Jahre danach, erscheint uns das alles irgendwie normal und der normale Gang der Geschichte. Das war aber gar nicht so sicher. Es gab sicher in beiden Ländern damals noch Widerstände und die Beziehung war auch nicht symmetrisch. De Gaulle hat Deutschland so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Er hat mal so irgendwas gesagt, er sei der Einzige, der Deutschland von seiner Schande befreien könne. Und ich glaube, Deutschland hat einfach versucht, nach dem Fiasko des Zweiten Weltkriegs sozusagen seinen Weg in Europa zu finden mit dem wichtigsten Nachbarn, der vorher ein Feind war. Und aus dieser Asymmetrie ist dann später eine Symmetrie entstanden und ich glaube, darüber müssen wir sehr glücklich sein. Da, cred că lucrurile acestea care s-au întâmplat acum 50 de ani erau pe atunci cât se poate de lipsite de normalitate. Și ele nu însemnau un simbol al unui demers normal al istoriei. Ba chiar din contră, eu aș zice că ne aflam cumva în urma unei situații foarte dramatice care se întâmplase anterior acestor evenimente, într-o relație care nu era deloc simetrică între cele 2 țări. De Gaulle spunea cândva că dorința lui ar fi aceea de a lua sub aripa sa ocrotitoare Germania, care urma astfel să fie eliberată de o rușine. Germania era pe atunci la finalul unui episod îngrozitor din istoria sa, la sfârșitul celui de-al 2-lea război mondial, într-o situație total dificilă în întreaga Europa, dar se afla acum în posibilitatea de a intra într-o relație de prietenie cu un vecin cât se poate de apropiat. Și cred că lucrul acesta trebuie să ne bucure pe noi toți. S-a vorbit puțin mai devreme despre faptul că puțină lume cunoaște conținutul acestui tratat de la Élysée. Vă propun să continuăm cu câteva din ideile principale ale acestui tratat. Monsieur Philippe Bustin a évoqué tout à l'heure qu'on connaît très peu le texte du traité, donc je vous propose qu'on continue par évoquer les principaux, les idées qui marquent un peu ce traité si court.
Le traité lui-même se décline en 3 volets. Premier concerne la politique étrangère vis-à-vis des partenaires des 2 pays, c'est-à-dire les communautés européennes, l'OTAN, le bloc communiste et les pays en voie de développement. La deuxième partie traite de la défense. Essentiellement, elle préconise un rapprochement en conception, enfin en matière de stratégie. Et le troisième volet, probablement le plus réussi, en tout cas c'est lui qui a marqué, qui a été mis en place tout de suite, c'est le volet éducation et jeunesse qui a pour but l'intensification des contacts entre les 2 peuples et une meilleure connaissance. Je dis que c'est un volet qui a été mis en place tout de suite car dès 63 a été créé l'Office. Je vous en prie, Monsieur Philippe Custat. Oui, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui est, je prends la parole là, Andreas. Pour Andreas ou pour moi, c'est un des éléments constitutifs de notre vie personnelle, puisque l'un et l'autre, on a développé, je crois, encore plus notre empathie vis-à-vis de l'autre pays grâce à cet office qui a permis depuis 50 ans des échanges en millions de jeunes Allemands et de jeunes Français dans tous les domaines. Et c'est vraiment, oui, cet investissement sur la jeunesse est sans doute là aussi l'acte le plus visionnaire de ce traité. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le point 1 et sur le point 2. La défense, c'est aussi un des éléments qui a été vraiment au cœur de cette réconciliation franco-allemande. Enfin, souvenez-vous quand même, la Deuxième Guerre mondiale était achevée depuis 18 ans. Et trouver dans un traité entre 2 pays qui avaient été vraiment en guerre quasiment pendant un siècle, une partie concernant la défense, c'était quand même très osé. Also ich will auch lieber mit der Jugend beginnen. Ich weiß nicht, ob Philipp jemals im deutsch-französischen Jugendwerk einen Kurs mitgemacht hat. Ich habe mit dem deutsch-französischen Jugendwerk in Frankreich segeln gelernt. Und habe letztens Jahr im Sommer gesehen, es geht immer noch. Ja. Und wie mir ist es 8 Millionen Jugendlichen gegangen, die durch das deutsch-französische Jugendwerk irgendwann mal durchgegangen sind. Und das hat auch eine große Rolle gespielt gestern bei dem Treffen in Berlin zwischen Staatspräsidenten und Ministerpräsidenten und der Kanzlerin. Und das Budget des deutsch-französischen Jugendwerks wird jetzt noch mal etwas aufgestockt. Zur Verteidigung ein ganz persönliches Erlebnis. Ich war Ende der 90er Jahre in Paris, habe in Paris gearbeitet und an einer Parade am 14. Juli auf den Champs-Élysées war es das erste Mal, dass die deutsch-französische Brigade unter einem deutschen Kommando an dieser Parade teilgenommen hat. Das war für viele ältere Franzosen nicht einfach. So wie es für uns nicht einfach war, mit den Franzosen zusammen das Ende des Ersten Weltkriegs zu begehen. Aber ich glaube, die Arbeit, die wir uns gemacht haben, außenpolitisch und die Menschen untereinander, zeigen, dass man diese Schwierigkeiten überwinden kann. Da, oficiul franco-german pentru tineret a fost de altfel un element constitutiv chiar în viața personală și a mea și a lui Andreas, pentru că amândoi am beneficiat de această instituție prin programele sale prin care țările noastre se cunosc reciproc. Această instituție a permis schimburi a milioane de tineri francezi și germani din toate domeniile. Da, investiția în tineret a fost la vremea respectivă un act vizionar care a adus multiple beneficii. Nu sunt de acord însă ce a spus în privința punctelor 1 și 2 și mai ales în ceea ce privește apărarea, pentru că și cooperarea în acest domeniu a fost un element esențial al reconcilierii franco-germane. Să ne gândim doar la faptul că tratatul a fost semnat la doar 18 ani după ce s-a încheierea celui de-al doilea război mondial. Iar să discuți într-un interval atât de scurt despre apărare între Franța și Germania era un lucru destul de îndrăzneț.
Și eu aș prefera totuși să mă refer în acest punct la relațiile între tinerii noștri. Nu știu dacă Filip personal a avut parte vreodată de un curs la nivelul oficiului franco-german pentru tineret. Eu personal, da. Am beneficiat de un astfel de curs, am învățat să merg cu barca cu velă și iată, asta se întâmpla în Franța și iată că în vara anului acesta am constatat că stăpânesc încă acest lucru. 8 milioane de tineri au beneficiat de serviciile oferite de oficiul franco-german pentru tineret. Și rolul acestui oficiu a reieșit și în cadrul festivităților marcate zilele acestea la Berlin, unde în prezența doamnei cancelar german și al președintelui francez au fost onorate serviciile pe care acest oficiu le-a adus prieteniei franco-germane și, nu în ultimul rând, a fost sporit bugetul acestui oficiu. Referitor la apărare, aș dori să amintesc un episod personal din viața mea. La sfârșitul anilor 90 mă aflam la Paris și am asistat la o paradă militară ocazionată de Ziua Națională a Franței pe Champs-Élysées, unde și-a făcut prezența, la care a participat pentru prima oară brigada franco-germană, de data aceea comandată de partea germană. Pentru mulți francezi mai în vârstă, acest lucru a reprezentat totuși un eveniment destul de greu de acceptat. Și totuși cred că pentru noi lucrurile au devenit între timp destul de normale și destul de ușor de înțeles. Alors, bon, pour continuer sur les mécanismes de la coopération, vous avez évoqué le volet de la défense. Il faut noter aussi que en octobre 89 a été mise en service une brigade commune, et cette création de la brigade commune a marqué une autre étape importante de cette histoire de la coopération franco-allemande, et c'est une vraie coopération militaire entre les deux nations à une dimension que je ne crois pas qu'elle existe ailleurs. C'est une vraie brigade qui fonctionne tout le temps, enfin complètement en permanence, sous commandement binational. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Alors, et quel est le un tout petit retour sur oui. l'histoire aussi. Création de la brigade franco-allemande, vous l'avez dit, en octobre 89, le mur de Berlin n'était pas tombé. Faut se le rappeler. Ça a été vraiment, là aussi, un acte extrêmement courageux de la part des gouvernements franco-allemands, français et allemands. Et très vite, cette brigade franco-allemande a suscité un intérêt d'autres pays européens. Et moi, j'ai eu l'occasion de me rendre à la fois à Strasbourg, mais aussi à Böblingen, en Allemagne, où était stationnée une partie de cette brigade franco-allemande, et de voir qu'il y avait autour de cette brigade franco-allemande très vite des Belges, des Espagnols, qui se joignaient à ce noyau permanent franco-allemand. Donc c'est aussi une idée là que De Gaulle avait eu avant la Seconde Guerre mondiale, qui avait été débattue en France au moment de la constitution et de la création de l'Union européenne, d'une Europe de la défense. Et là, force est de constater que, comme vous l'avez dit, cet élément un peu unique de cette brigade franco-allemande n'a pas entraîné une synergie suffisamment forte pour avoir aujourd'hui une vraie Europe de la défense. On le voit bien malheureusement en ce moment dans les événements dramatiques qui peuvent se dérouler en Afrique, où on voit bien que l'Europe a du mal à embrayer très vite sur ce genre de conflit pour avoir une réponse commune. Da, crearea acestei brigade franco-germane a însemnat o etapă importantă. A fost un act de curaj a celor două guverne, francez și german, și am putut constata că foarte repede această structură, această brigadă a trezit interesul și altor state din Europa.
am avut ocazia să merg la Strasbourg sau în Germania, unde această brigadă era staționată și am văzut că erau și belgi și spanioli care doreau să se alăture acestui nucleu de apărare franco-german. Putem spune așadar despre brigada franco-germană că a fost o altă idee pe care de Gaulle a anticipat-o chiar dinaintea războiului și care ține de o Europa a apărării. Ca o concluzie, însă, am putea spune că acest element unic, această structură unică de apărare binațională, nu a antrenat, din păcate, o sinergie la nivel european în domeniul apărării, pentru că astăzi se există o adevărată Europa a apărării. Pentru că vedem în situații cum sunt conflictele din Africa, care se întâmplă în acest moment, că Europa totuși nu reușește să găsească rapid un răspuns comun la aceste evenimente. Ich möchte zu dem, was Philipp gesagt hat, eigentlich nur einen Satz hinzufügen. Die deutsch-französische Brigade zeigt zwei Sachen. Sie zeigt einmal, dass Deutschland und Frankreich vorangehen, bevor andere so weit sind, erstens. Und zweitens, dass Deutschland und Frankreich das in einem außergewöhnlich schwierigen Feld tun. Wie Philipp erläutert hat, sind wir ja mit der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa nicht so schnell weitergekommen, wie wir alle dachten. Und deswegen hat es eine ganz besondere Bedeutung, dass Deutschland und Frankreich schon so früh eine militärische Integration praktiziert haben und weiter praktizieren. O singură propoziție pentru a adăuga și completa cele spuse de Filip referitor la brigada franco-germană. Este vorba despre două aspecte pe care aș dori să le scot în evidență. Pe de o parte, faptul că atât Germania cât și Franța au fost țările premergătoare unui proces acum în derulare și, al doilea aspect, faptul că au făcut acest lucru într-un context cât se poate de dificil, pentru că, așa cum spunea și Filip, nu am reușit la nivel european să avem acel progres, acea celeritate în dezvoltarea politicii comune de securitate și apărare, așa cum speram noi. Cu atât mai mult consider că se cade să scoatem în evidență importanța acestei integrități franco-germană. Alors, il y a plusieurs instruments, ils sont très nombreux ces instruments de la coopération franco-allemande. Je vais citer quelques-uns. Déjà, la chaîne franco-allemande, Arte, qui réalise et diffuse des émissions de télévision ayant un caractère culturel et international. Le magazine, le premier news magazine bilingue franco-allemand, Paris-Berlin. Il y a même un prix franco-allemand du journalisme qui récompense des journalistes et des rédactions qui présentent des travaux qui traitent de façon exemplaire des thèmes allemands d'un point de vue français et des thèmes français d'un point de vue allemand ou même des thèmes franco-allemands d'un point de vue européen. Il y a également l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France. Nous avons parlé de cette brigade franco-allemande. Un portail franco-allemand de langue F+D. Bon, voilà une jolie idée qui gère, qui renseigne et conseille les jeunes entre 15 et 20 ans. Le plus récent fonds franco-allemand pour la musique contemporaine qui s'appelle Impuls Neue Musik. Une université franco-allemande qui réunit plusieurs établissements d'enseignement supérieur français et allemand. Alors, pour ne plus en parler, bien évidemment, du plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne qui est chargé des relations culturelles dans le cadre du traité. Mais quels sont les autres mécanismes qui fonctionnent tous les jours entre vous? Parce que derrière tout ça, finalement, après 50 ans, c'est une histoire d'hommes et de femmes qui ont créé cette belle relation entre la France et l'Allemagne. Avem nevoie de traducțiune? Poate, oui, peut-être. Pe lângă instituțiile și organismele care au fost enumerate, care sunt celelalte mecanisme care contribuie la
cooperarea și la relația specială dintre Franța și Germania, pentru că în toată această istorie de 50 de ani a tratatului au fost multe evenimente și multe istorii personale s-au derulat între cele două țări. Enfin, tout ça pour dire que nous avons quand même un public intelligent et cultivé qui comprend au moins le français ou l'allemand. Donc, je vous en prie. Also ich würde doch sagen, manchmal schimpft man über den Journalismus in Rumänien. Mihaela hat ihre Hausaufgaben so gut gemacht, dass man dem fast nichts mehr hinzufügen kann. Se aud des critici la adresa jurnalismului românesc. De data asta trebuie să o laud pe Mihaela, care și-a făcut în mod exemplar temele și aproape că nu putem adăuga nimic. Also eine Sache, mit der ich auch beruflich zu tun hatte, bevor ich nach Bukarest gekommen bin, ist das Thema der Kollokation. Was ist Kollokation? Kollokation bedeutet, dass zwei Länder gemeinsam im Ausland eine Botschaft bauen. Da gibt es verschiedene Projekte und in diesen Tagen wird in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, der Grundstein für eine gemeinsame deutsch-französische Botschaft gelegt. Auch das ist eine Revolution, denn die Souveränität der Staaten bleibt ja bestehen. Aber gleichwohl, wir setzen uns zusammen, wir haben auch Kulturinstitute zusammen. Das ist ein wunderbares Beispiel. Und dann gibt es auch noch Austauschbeamte, aber das ist vielleicht etwas, wo Philipp noch etwas dazu sagen will. Din punct de vedere profesional și ca o referire la ceea ce făceam eu înainte de a veni la București, ar mai fi de scos în evidență un subiect, mai precis colocarea. Colocarea înseamnă că două țări întrețin în străinătate o clădire în regim comun în care se derulează activitatea ambasadei acestor două țări. Noi avem actualmente un proiect în derulare. Zilele acestea se va pune piatra de temelie pentru o astfel de ambasadă comună la Dhaka, în Bangladesh, un proiect cât se poate de important și cât se poate de revoluționar. Și de ce? Pentru că în ciuda faptului că suveranitatea statală rămâne neatinsă, noi conlucrăm în vari domenii. Ar mai exista apoi și aspectul ofițerilor de legătură, dar cred că asupra acestui aspect ar dori Filip să revină ceva mai târziu. Oui, comme on le disait tout à l'heure, nous sommes tous des enfants de l'OFAGE, de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Nous avons tous, puisque des millions de jeunes français et allemands ont eu l'occasion de participer à des activités de l'OFAGE, de travailler pour l'OFAGE, ça a été mon cas. Donc il y a eu vraiment ce brassage qui est extrêmement important, y compris au niveau linguistique. On peut se réjouir par exemple en France que l'apprentissage de l'allemand, qui avait énormément diminué, et depuis une dizaine d'années stabilisé, voire remonte. Et donc tout ça crée les conditions non seulement d'une meilleure entente au sens très concret des choses, mais comme vient de le dire Andreas, on va plus loin que l'entente et on va vers une intégration, tout en respectant naturellement au niveau diplomatique par exemple les compétences et l'intégrité de chacun des pays, mais au quotidien, puisque c'était votre question aussi Mihaela, au quotidien, c'est pas à trahir un secret mon cher Andreas que de dire que on se téléphone. Tu trouves peut-être parfois trop souvent. Non, on s'appelle vraiment et on se voit et on a quasiment toujours quelque chose à se dire et on échange non seulement sur les positions que nous devons prendre, mais je crois aussi de manière très informelle sur les idées, les choses qui peuvent être d'intérêt commun pour la France et l'Allemagne, mais aussi pour ce qui nous concerne pour la Roumanie, parce que nous sommes ici tous les deux représentants de nos pays respectifs dans ce pays. Donc voilà, c'est vraiment des choses très, très, parfois très simples, hein, mais qui, j'imagine, n'existaient pas. Oui, alors pas toujours très simples, mais il y a aussi une majorité de choses simples qui vont de soi, et c'est normal qu'on se téléphone ou on se voit pour évoquer ces choses-là. Je ne sais pas si c'était le cas pour nos prédécesseurs il y a 30, 40 ou alors 50 ou 70 ans. Je ne le pense pas. Je pense pas. Aujourd'hui, on a quand même vraiment facilité ces relations au quotidien.
Revin și spun că suntem cu toții copiii Oficiului Franco-German pentru Tineret, pentru că milioane de tineri francezi și germani au participat la activitățile organizate de acest oficiu, iar eu, de exemplu, am și lucrat pentru Oficiul Franco-German pentru Tineret. A fost un element foarte important pentru cooperarea între cele două țări și, de exemplu, mai ales în domeniul lingvistic. Învățarea limbii germane în Franța cunoștea un declin, însă de câteva zeci de ani predarea limbii germane în Franța s-a stabilizat și chiar este în creștere. Toate aceste elemente au creat condițiile unei mai bune înțelegeri între țările noastre și chiar mai mult de înțelegere la o integrare. Bineînțeles, o integrare respectând cele două țări, respectându-și competențele și atribuțiile celeilalte. M-ați întrebat și de cum se derulează în viața cotidiană această prietenie franco-germană și cred că Andreas nu se va supăra dacă voi dezvălui faptul că ne telefonăm foarte frecvent, poate prea des, ca să spun așa. Discutăm pe teme variate, pe teme oficiale, dar avem și discuții informale cu privire la despre idei de interes comun franco-german, dar și despre România, pentru că amândoi reprezentăm țările noastre în România. Sunt lucruri simple, uneori nu foarte simple, însă discutăm și avem un contact permanent. Nu știu dacă predecesorii noștri de acum 30-40 de ani făceau același lucru. Aș crede că nu. Et, Carl, j'avais plein de questions drôles, mais finalement le temps passe très vite, donc on va laisser de côté peut-être les questions drôles pour une autre fois. Mais je voudrais revenir sur un événement remarquable de l'année 2012, qui est un autre symbole de cette coopération, et je parle des commémorations de 11 novembre. C'est pour une première fois que... Je ne sais pas si c'était une première fois sur les... Das erste Mal den 11. November zusammen haben gemacht Frau Merkel und Herr Sarkozy im Jahr 2009. Mhm. Und ich habe das ein bisschen nachgelesen. Ich passe en Roumanie. Ja, gleich. Ich habe das nachgelesen. Das war vorher nicht einfach. Und zwar von unserer Seite aus. In Rumänien habe ich es mit Philipps Vorgänger gemacht und jetzt auch mit Philipp. Und ich glaube, man sollte auch erwähnen, dass Philipp so nett war, am Deutschen Volkstrauertag dann auch teilzunehmen. Cred că prima oară când s-a marcat această data de 11 noiembrie, a fost în anul 2009, în prezența doamnei cancelar german Merkel și a domnului președinte francez Sarkozy. M-am informat și citeam că dacă lucrurile nu au avut loc anterior, lucrul acesta s-a datorat pur și simplu părții germane, care a avut ușoare dificultăți în a mânui acest eveniment. În România, în schimb, această dată a fost comemorată în trecut împreună cu predecesorul domnului Gustin, anul acesta cu domnul Gustin, și cred că Filip ne-a făcut marea onoare de a participa la comemorarea acestei date la cimitirul soldaților germani de la București. Ne apropiem în mod periculos de știri. Vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră. Et nous allons finir avec une chanson qui est devenue un symbole quelque part de cette réconciliation franco-allemande. Je parle bien évidemment de Barbara Göttingen. Merci, monsieur. Merci. Es gibt ein Lied über die deutsch-französische Versöhnung nach dem Krieg und über Brüderlichkeit überhaupt. Wir mögen es gern, dieses Lied, im deutsch-französischen Sender Arte. Es geht so. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même à Göttingen.